Alors, je suis Coralie Gandré, je suis chargée de recherche à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, où je me consacre à la recherche sur les services de santé à destination des personnes souffrant de troubles psychiques, et je vais présenter une partie de mes travaux aujourd'hui. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de pouvoir venir présenter mes travaux au cycle de conférences fondamentales. Alors hier, je me suis rendu compte que la dernière fois, c'était il y a 5 ans. Donc voilà, le temps passe vite. Alors cette fois, je reviens pour vous présenter, comme l'a dit Marion, des données nationales sur la surmortalité et les parcours de soins somatiques des personnes suivies pour des troubles psychiques. Et donc dans ce cadre, je vais vous présenter une étude qu'on a terminée, une étude qui est en cours et une étude qu'on vient juste de lancer pour que vous puissiez avoir une idée de tous les travaux sur cette thématique qu'on mène à l'IRDES. Alors, je vais commencer avec quelques données de contexte. Donc, je pense que vous le savez tous très bien, mais la surmortalité des personnes suivies pour des troubles psychiques, elle a été objectivée à l'étranger depuis déjà plusieurs décennies. Et donc, les travaux dans la littérature internationale ont mis en évidence une espérance de vie qui est réduite, en moyenne de 20 ans pour les hommes et de 15 ans pour les femmes, et des taux de mortalité qui sont systématiquement supérieurs, quelle que soit la cause de décès considérée. Et donc, ce qui est frappant dernièrement, c'est qu'on observe une persistance de ce phénomène au cours du temps, voire même une aggravation, y compris dans les systèmes de santé qui sont jugés comme les plus équitables et les plus efficients. Et donc, je pense notamment aux pays scandinaves ou à la Finlande. En 2018, il y a l'ancien directeur du département santé mentale de l'OMS qui a fait un plaidoyer dans le Lancet Public pour dire que ça ne pouvait plus durer comme ça et qu'il était vraiment essentiel de fournir des données nationales à partir des nouvelles bases médico-administratives dans les pays où cette surmortalité n'avait pas encore été documentée. Donc, dans la littérature internationale, il y a déjà des études sur les facteurs qui seraient associés à cette surmortalité. Et il y a essentiellement 3 types de facteurs qui sont avancés. Les premiers, ce sont des facteurs de risque clinique, donc qui peuvent être liés à la prise au long cours des médicaments psychotropes et donc à leurs effets secondaires. Ça peut être aussi lié à des comportements individuels un peu à risque, comme par exemple une plus grande sédentarité, des régimes alimentaires moins équilibrés, une surconsommation de tabac. Il y a aussi des études récentes, alors je crois qu'il y en a notamment à la Fondation fondamentale, qui montrent qu'il y a des facteurs de risque clinique qui sont à la fois des facteurs de risque de maladies somatiques et de maladies psychiatriques, notamment la surexpression des facteurs inflammatoires. Le deuxième type de facteur qui est couramment avancé dans la littérature internationale, ce sont les facteurs socio-économiques. On sait tous que quand on a un trouble psychique, il est plus difficile de terminer ses études, d'accéder au marché de l'emploi, de se maintenir dans le marché de l'emploi. Du coup, c'est associé à une précarité économique. Et la précarité économique seule, même sans la présence d'un trouble psychique, elle est associée à un moins bon état de santé et à une réduction de l'espérance de vie. Et puis, il y a aussi tous les facteurs liés à la stigmatisation et à l'autostigmatisation, qui fait que les personnes avec des troubles psychiques, elles vont avoir tendance à se replier sur elles et avoir plus de difficultés à aller demander de l'aide et à aller rechercher des soins. Et puis le troisième type de facteurs, ce sont les facteurs liés au système de santé, alors qui sont moins étudiés dans la littérature internationale, même si ça commence. Donc il y a notamment le manque de collaboration entre les professionnels de soins spécialisés et les professionnels de soins primaires. Il y a aussi un concept qui émerge dans la littérature internationale, qui est celui du diagnostic overshadowing, qui en fait est le fait que quand un patient avec un trouble psychique se plaint de troubles somatiques, la plainte somatique va avoir tendance à être imputée à son problème psychique et non pas à une réelle plainte somatique par les professionnels de santé. Donc ça, c'est un peu les constats issus de la littérature internationale. Vous voyez que ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, il y a un grand nombre de facteurs sur lesquels il serait possible d'agir à court terme par des politiques dédiées et que donc on ne devrait plus avoir une persistance de ce phénomène de surmortalité au cours du temps. Maintenant, qu'en est-il dans notre pays, en France? Alors, en France, il y a eu peu de données existantes. Les études qui ont déjà été faites sur le sujet, elles ont été limitées à des sous-populations spécifiques, donc soit à quelques groupes diagnostiques ou soit à quelques zones géographiques restreintes. Il y a une seule étude nationale avec un large spectre de troubles qui était disponible à la fin de l'année 2017. C'est une étude qui a été réalisée par Santé publique France, donc qui a le mérite d'exister et d'être la première étude à l'échelle nationale. Par contre, elle a quand même une limite assez importante, c'est qu'en fait, les personnes avec des troubles psychiques ont été identifiées via leurs causes multiples de décès. C'est-à-dire qu'il fallait que dans les causes de décès, il y ait un trouble psychique qui soit indiqué. Or, le médecin qui réalise le certificat de décès, ce n'est pas forcément le médecin qui a suivi le patient tout au long de sa vie. Il peut être pas du tout au courant qu'il y a un trouble psychique préexistant, ou il peut juger que cela n'a aucun lien avec la mortalité et donc ne pas l'indiquer. Donc il y a quand même un manque d'exhaustivité qui est assez important et je vous donnerai des chiffres tout à l'heure pour que vous puissiez évaluer
cette petite limite. Alors la nouveauté, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année 2017, les causes de décès, les causes médicales de décès ont été mises à disposition dans le Système national des données de santé, donc le SNDS, qui est une très grande base de données qui regroupe toutes les données de consommation de soins qui sont facturées et remboursées par l'assurance maladie. Donc nous, dès qu'on a su que ces données étaient disponibles, on s'est dit qu'il était temps de faire la première étude de la surmortalité des personnes avec des troubles psychiques à l'échelle nationale en France. Alors, dans ce contexte, l'objectif de la première étude que je vous présente aujourd'hui, c'était donc de décrire la mortalité des personnes suivies pour des troubles psychiques en France à l'échelle nationale en 2014, parce qu'à l'époque où on a mené cette étude, il n'y avait que les causes de décès de l'année 2013 et de l'année 2014. Donc, quitte à ne pas pouvoir faire une étude longitudinale, on s'est dit qu'on allait se centrer sur une année donnée, et donc en mobilisant le mode d'identification le plus exhaustif possible des personnes suivies pour des troubles psychiques que je vais vous présenter. Alors, quelques mots sur la méthode pour que vous compreniez bien ce qu'on a fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mobilisé le Système national des données de santé, qui est une base de données assez fantastique, qui est mise à disposition par l'assurance maladie. Et on a des informations donc, sur tous les soins de ville qui sont facturés à l'assurance maladie. Donc, ça va être les consultations et les visites chez les professionnels de santé en ville, les médicaments délivrés, les actes de biologie, les ALD. On a aussi des données hospitalières, donc que ce soit en médecine, chirurgie obstétrique, en SSR ou en psychiatrie, avec notamment les causes d'hospitalisation. On a également les passages aux urgences, qu'ils soient suivis ou non d'une hospitalisation. Et depuis la fin de l'année 2017, les causes de décès qui sont chargées progressivement. Alors à terme, on attend aussi les données médico-sociales des personnes handicapées. Donc ça, quand on travaille sur les troubles psychiques, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Et aussi à terme, un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie complémentaire. Donc là, sur cette slide, je vous ai mis en vert les données qui sont déjà disponibles et que nous, on a mobilisées dans notre étude. Alors, une fois qu'on a donc, cette base de données, le premier défi qu'on avait, c'était d'identifier les personnes suivies pour des troubles psychiques. Donc pour ça, on a mobilisé la cartographie médicalisée qui est mise à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie, qui en fait utilise des algorithmes pour déterminer de quelles pathologies fréquentes, graves ou coûteuses souffrent les bénéficiaires à partir de leurs données de consommation de soins. Donc en gros, c'est dis-moi quels soins tu consommes, je te dirai de quelle pathologie chronique tu souffres. Alors il faut juste savoir que cette cartographie, elle est limitée aux bénéficiaires du régime général et des sections locales mutualistes. Donc les sections locales mutualistes, ça couvre essentiellement les fonctionnaires et les étudiants. Mais ces deux régimes, en fait, représentent la majorité de la population française, donc on est quasi exhaustif. Et donc ces algorithmes, ils mobilisent les causes d'hospitalisation, y compris en SSR dans les années les plus récentes, les affections de longue durée et des médicaments et actes dits traceurs car quasi spécifiques de certaines pathologies, jusqu'à 5 ans en amont. Et à partir de ces algorithmes, la CNAM fournit 56 groupes de pathologies et 13 grandes catégories non exclusives, dont une catégorie pour les maladies psychiatriques que nous, on a utilisée dans cette étude, et également une catégorie pour les personnes qui ont des traitements psychotropes sans autre consommation de soins pour des troubles psychiques. Donc cette catégorie, on ne l'a pas considérée parce qu'en fin de vie, il y a pas mal de personnes âgées qui ont des prescriptions d'anxiolytiques ou d'hypnotiques, mais ça ne traduit pas un trouble psychique chronique existant depuis plusieurs années, donc ça risquait d'introduire un biais, donc on n'a pas introduit cette catégorie-là dans notre étude. Alors notre deuxième défi ensuite, c'était de caractériser la mortalité des personnes identifiées. Donc pour ça, on a utilisé les données de mortalité qui ont été récemment mises à disposition. Donc ces données, elles incluent la date et le lieu de décès et les causes initiales et associées. Donc comme je l'ai dit, on a utilisé ça pour l'année 2014. Alors pour l'instant, il n'y a pas de NIR pseudo-anonymisé qui permet de faire l'appariement direct entre les données de consommation de soins et les causes de décès. Donc il y a un appariement indirect qui est fait sur un ensemble de variables qui sont l'année, le mois et le jour de décès, le sexe, l'année et le mois de naissance, le département et la commune de résidence. Et lorsque le décès a lieu dans un établissement hospitalier, également le département de l'établissement où a lieu le décès. Et quand cet appariement n'a pas marché sur l'ensemble de ces variables, il est refait sur tous les critères sauf un, à l'exception de l'année de décès qui doit toujours coïncider. Donc dans l'ensemble de la population disponible dans le SNDS, il y a un appariement de 90%, ce qui est déjà assez exhaustif, mais sur notre population suivie pour des troubles psychiques, cet appariement s'élève à 98%, donc c'est quand même très correct.
Alors ensuite, on a mobilisé tout un tas d'indicateurs issus de la démographie et qui sont également ceux mobilisés dans les études disponibles dans la littérature internationale. Donc c'est notamment l'espérance de vie à 15 ans. Alors pourquoi l'espérance de vie à 15 ans? Tout simplement parce que les troubles psychiques débutent généralement après cet âge et donc considérer l'espérance de vie à la naissance aurait introduit un biais. On a également considéré les taux bruts de mortalité, les taux standardisés sur la structure par âge et sexe de la population, donc la population 2014 de l'INSEE, les taux standardisés de mortalité prématurée. Donc la mortalité prématurée, c'est la mortalité avant l'âge de 65 ans, et puis des taux standardisés par cause principale de décès également. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, quelques données générales de cadrage. Donc, dans la cartographie médicalisée de 2014, on avait 2 millions de bénéficiaires qui étaient suivis pour des troubles psychiques, donc avec la limite qu'on n'est que sur le régime général et les SLM, mais comme j'ai déjà dit, c'est quasiment la majorité de la population française. Et dans cette population, on avait près de 3% qui sont décédés dans l'année, donc un peu plus de 55 000 personnes, contre 0,7% pour la population générale. Donc maintenant, je vais utiliser le terme population générale, mais en réalité, ce sera bénéficiaire du régime général et des SLM. C'est une petite approximation, mais c'est pour simplifier les choses. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 98% des cas, les causes des décès ont pu être appariées avec les données de consommation de soins. Donc, ça représente 54 681 décès. Alors ça, c'est pour permettre une petite comparaison avec l'étude de Santé publique France qui avait mobilisé les causes de décès pour identifier les personnes avec des troubles psychiques. Vous voyez que dans nos personnes qui sont décédées, le trouble mental était renseigné en cause initiale de décès dans 6,7% des cas. Donc c'est quand même plus qu'en population générale où c'est 3%. Et il était indiqué dans les causes associées de décès dans 21% des cas. Donc c'est plus également qu'en population générale, où c'est 10%. Mais vous voyez quand même que c'est loin d'être exhaustif et que ça ne permet vraiment pas une identification exhaustive des personnes suivies pour des troubles psychiques. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que lorsque le décès a pour cause principale un suicide, et dans les causes associées, vous voyez qu'un trouble psychique est renseigné dans 51% des cas et dans 39% des cas quand c'est une cause externe. Donc une cause externe, ça regroupe les suicides, mais aussi toutes les autres morts violentes, donc les accidents de la route, les noyades, les chutes, etc. Alors, quand on rentre dans le vif du sujet avec nos premiers résultats, sur les effectifs et les taux bruts de décès, donc vous voyez ici sur la première ligne du tableau, le taux de décès en 2014 pour les patients qui sont suivis pour des troubles psychiques, quels qu'ils soient. Vous voyez que ce taux de décès, il s'élève à 27 pour 1000, alors que si on regarde la dernière ligne en population générale, ce taux de décès, il est de 7 pour 1000. Donc ça montre déjà, a priori, qu'il va y avoir des choses intéressantes. Quand on regarde l'espérance de vie à 15 ans, donc là j'essaie de vous faire un graphique un peu schématique. En vert, vous avez les personnes qui sont suivies pour des troubles psychiques et en bleu, la population générale. Vous voyez que cette espérance de vie à 15 ans, elle est réduite en moyenne de 16,4 ans pour les hommes et de près de 13 ans pour les femmes. Alors bien sûr, il y a des différences en fonction des troubles psychiques. On a des écarts qui sont plus marqués pour certains troubles et qui vont également varier en fonction du sexe. Alors vous voyez que l'écart est particulièrement marqué pour les troubles addictifs tout en haut, avec une réduction de l'espérance de vie à 15 ans qui atteint plus de 20 ans. Mais en fait, même quand on considère les troubles psychiques pour lesquels cette réduction de l'espérance de vie est la plus faible, c'est ici les troubles maniaques et bipolaires, vous voyez qu'en moyenne, on atteint quand même 13 ans. Donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Après, il ne s'agit pas uniquement de comparer ces individus à une population saine. Donc c'est pour ça que tout en bas, je vous ai mis tous les bénéficiaires qui avaient au moins une pathologie ou un traitement en 2014, histoire de aussi comparer à une population malade. Et vous voyez que même dans cet échantillon, la réduction de l'espérance de vie à 15 ans, elle reste bien moindre que celle observée pour les troubles psychiques. Alors, on a également une forte part des décès prématurés. Ici, en noir, je vous ai mis la part de décès prématurés pour l'ensemble des troubles psychiques, donc ça atteint 28%. Si vous regardez le pourcentage en population générale qui est ici en bordeaux, vous voyez qu'il est de 20%. Donc on a quand même une mortalité prématurée qui est augmentée par rapport à la population générale, avec là encore des variations par trouble, et notamment, c'est particulièrement observable dans la population des patients suivis pour des troubles addictifs et la population des patients suivis pour des troubles psychotiques.
Par contre, quand on s'intéresse aux causes de décès principales, finalement, elles sont relativement proches entre les patients suivis pour des troubles psychiques et la population générale. Donc là, en bleu, vous avez encore une fois la population générale et en vert, les patients suivis pour des troubles psychiques. Et vous voyez que les deux principales causes de décès dans nos deux populations comparées sont les mêmes. Ce sont toujours les tumeurs et les maladies cardiovasculaires. Alors vous voyez quand même que les causes externes arrivent en 3e position dans la population des patients suivis pour des troubles psychiques, alors qu'elles n'arrivent qu'en 5e position dans la population générale, et les causes externes incluent les suicides. Mais vous voyez que le suicide n'est pas la principale cause de décès des patients suivis pour des troubles psychiques. Or, la plupart des personnes qui n'ont pas étudié le phénomène ont tendance à dire que c'est normal que les patients avec des troubles psychiques meurent plus tôt parce qu'ils se suicident plus. Mais vous voyez que ce n'est pas le facteur majoritaire. Alors ensuite, quand on essaye de standardiser les taux de mortalité, que ce soit les taux de mortalité générale ou les taux de mortalité prématurée, donc en fait on fait le ratio de ces taux de mortalité dans notre population avec des troubles psychiques sur les taux de mortalité en population générale, on voit que la mortalité générale, elle est 2,6 fois supérieure dans notre population suivie pour des troubles psychiques en comparaison avec la population générale, et que en fait ce ratio il est systématiquement soit proche de 2, soit supérieur à 2, quel que soit le trouble psychique considéré. Quand on regarde maintenant la mortalité prématurée ici, donc je rappelle la mortalité avant l'âge de 65 ans, on voit en Bordeaux ici qu'elle est 4 fois supérieure dans notre population avec des troubles psychiques en comparaison avec la population générale, et que là encore, c'est quelque chose qui est observé pour l'ensemble des troubles psychiques. Alors ensuite, on pourrait se dire que cette surmortalité, elle est uniquement pour quelques causes de décès. En réalité, en fait, pour l'ensemble des causes de décès, on a des ratios de mortalité entre les patients suivis pour des troubles psychiques et la population générale qui sont bien supérieurs à 1, qui sont toujours supérieurs à 2, quelle que soit la cause de décès considérée. Donc on voit effectivement qu'il y a une surmortalité particulièrement marquée pour les causes externes de décès, mais c'est aussi observé pour les maladies du système digestif, les maladies neurodégénératives, les maladies du système respiratoire, les maladies infectieuses, les maladies endocriniennes, les tumeurs, etc. Toutes les causes de décès considérées. Voilà, donc ça c'est les résultats de la première étude qui montre un constat relativement accablant. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Et ce constat, il corrobore certains éléments de la littérature internationale tout en l'ancrant dans le contexte français et les particularités de l'organisation des soins en France. Donc on a bien une surmortalité marquée, notamment par cancer et maladies cardiovasculaires, et un rôle réel mais qui reste limité du risque plus élevé de suicide. Donc ça questionne réellement le sous-investissement de cet enjeu de santé publique, et il y a un article de Graham Thornycroft qu'on aime bien, parce qu'en fait, il dit que si cette surmortalité elle était observée dans une population avec une caractéristique moins stigmatisée, on crierait au scandale. Or là, ce n'est pas le cas. Et il y a d'autres auteurs qui parlent de discrimination létale. Donc j'aime bien aussi, je trouve ça assez marquant. Alors, cette étude, elle a fait l'objet d'une publication institutionnelle de l'IRDES que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre site internet si ça vous intéresse. Et elle a aussi alimenté le rapport charges et produits pour l'année 2019 de l'assurance maladie avec des analyses un tout petit peu différentes. Donc, si ça vous intéresse, c'est aussi disponible gratuitement en ligne. Et forcément, après, cette étude, elle reste descriptive et elle appelle des éléments explicatifs. On a envie de savoir à quoi est due cette surmortalité, y compris spécifiquement dans le contexte français. Donc généralement, les facteurs liés au comportement individuel sont ceux qui sont les plus souvent mis en avant, mais c'est aussi parce que voilà, ça nous évite d'avoir à nous poser des questions sur notre système de santé. Et donc, il est aussi nécessaire de considérer le rôle d'autres facteurs qui sont liés au parcours de soins. Donc nous, notre hypothèse principale de travail désormais, c'est qu'il existe des défauts de parcours de soins somatiques pour les patients avec des troubles psychiques, donc notamment des diagnostics plus tardifs, une moindre consommation de soins, une qualité non optimale des soins une fois qu'il y a eu un recours effectif, avec des conséquences à terme sur les résultats de santé et les parcours de vie, ce qui constitue de potentielles inégalités de santé. Donc très schématiquement, très simplifié, nous on fait l'hypothèse que les patients avec des troubles psychiques qui sont ici, avec tout un tas d'obstacles additionnels à surmonter pour arriver au même résultat de santé somatique que la population générale.
Donc, dans le cadre de cette hypothèse, on a construit un petit programme de recherche avec 2 projets principaux. Donc, le premier, c'est le projet Colchic, comorbidité et parcours de soins somatiques des personnes suivies pour un trouble psychique, qui s'intéresse au recours et au parcours de soins pour les soins somatiques courants des individus avec des troubles psychiques et qui est financé par l'UNAFAM, qui est l'une des plus grosses associations d'amis et de familles de malades psychiques. Et le deuxième projet, lui, il se centre sur l'une des causes principales de mortalité dans notre population d'intérêt, qui sont les cancers. Donc c'est le projet Canopé, cancer chez les personnes suivies pour des troubles psychiques sévères, des défauts de parcours de soins, qui vient d'être financé par l'Institut national du cancer pour 3 ans. Donc dans ces 2 projets-là, d'un point de vue méthodologique, on s'est centré sur les troubles sévères et persistants qu'on a définis comme les troubles psychotiques et les troubles bipolaires, sachant qu'il existe plusieurs définitions dans la littérature, mais nous, c'est le choix méthodologique qu'on a fait. L'une des raisons, c'est qu'aussi, pour les troubles dépressifs sévères, ils peuvent être conséquents à l'arrivée d'une pathologie somatique, notamment dans le cadre des cancers, et donc il peut y avoir un petit problème d'antériorité du trouble somatique face au trouble psychique, avec des populations qui sont assez différentes. Donc pour éviter ce biais, on s'est centré sur les troubles psychotiques et les troubles bipolaires. Alors le projet Colchic, il est en cours, donc je vais uniquement vous présenter des résultats préliminaires. Il avait 3 objectifs, donc de décrire les comorbidités somatiques des personnes avec un trouble psychique à l'échelle nationale, encore une fois, de comparer leur recours aux soins courants, aux actions de prévention et de dépistage en comparaison avec la population générale, et de comparer des parcours de soins pour des pathologies traceuses, encore une fois en comparaison avec la population générale, pour voir si la qualité des parcours était la même. Donc on a mobilisé encore une fois les données du SNDS à l'échelle nationale. Alors cette fois, on s'est restreint à une population de 18 à 65 ans parce qu'on s'est dit que les populations âgées avaient un recours aux soins courants qui pouvait être un peu différente et un peu spécifique. Et on s'est appuyé sur les recommandations de bonnes pratiques pour améliorer la prise en charge somatique des personnes suivies pour une pathologie psychiatrique sévère et durable qui ont été éditées par la Fédération française de psychiatrie avec le soutien de la Haute Autorité de Santé en 2015, je crois. Alors, les premières données, donc encore une fois, je précise que ce sont des données préliminaires en cours de stabilisation, mais c'est déjà pour vous donner un premier ordre de grandeur et une première idée. Donc en 2014, dans le système national des données de santé, on a identifié 428 000 patients avec des troubles psychiques sévères. Donc vous voyez qu'on a un petit peu plus de troubles psychotiques que de troubles bipolaires, y compris des patients qui ont les 2 types de troubles. Donc ça peut être lié aux questions de l'errance diagnostique. Donc l'idée pour nous, ce n'est pas de faire une séparation par groupe diagnostique, c'est de comparer ce groupe comme un seul groupe. Et en comparaison, dans notre population générale entre 18 et 65 ans la même année, on a 33 millions d'individus. Donc nous, l'idée, pour avoir déjà une première approche comparative, ça a été de sélectionner un échantillon aléatoire d'1 million de personnes sans troubles psychiques sévères pour comparaison. Alors les premières données quant aux comorbidités, donc vous voyez que pour l'ensemble des comorbidités qui se trouvent dans ce tableau, donc que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer du côlon, le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate, et c'est systématiquement des maladies qui sont plus prévalentes dans notre population avec des troubles psychiques en comparaison avec un échantillon aléatoire d'1 million de personnes de la population générale. Alors les chiffres pour le cancer peuvent vous paraître un peu faibles parce que je le rappelle, on est sur une population de moins de 65 ans, donc pas forcément la population la plus touchée. Pour ce qui est des autres comorbidités, donc vous voyez ici les pathologies neurodégénératives, les maladies respiratoires, le VIH ou SIDA, les affections hépatiques ou pancréatiques. On a également une surprévalence en population avec des troubles psychiques en comparaison avec la population générale. Et vous voyez que c'est particulièrement marqué pour les pathologies neurodégénératives et pour les affections hépatiques ou pancréatiques, sachant qu'elles incluent la fibrose, la cirrhose, la pancréatique, qui peuvent être une conséquence de l'abus de substances qui est souvent rencontrée dans la population avec des troubles psychiques, notamment la consommation d'alcool. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas forcément étonnants. Ensuite, on a essayé de regarder leur recours à la prévention sur 2 ans, donc entre 2015 et 2016. Alors vous voyez qu'on a perdu entre-temps quelques individus dans notre population avec des troubles psychiques et dans notre population générale, parce que pour l'instant, on a enlevé les personnes qui étaient décédées sur la période et on va les analyser séparément. Donc vous voyez, pour le recours à la vaccination,
On a un moindre recours dans notre population avec des troubles psychiques, sachant que pour la vaccination, on a quand même un aspect cyclique, avec voilà, des écarts entre les vaccinations qui sont recommandées, mais on peut faire l'hypothèse que le biais est le même dans notre population avec des troubles psychiques et en population générale. Pour le dépistage du cancer du sein et ou de l'utérus, donc uniquement chez les femmes, vous voyez également qu'on a un moindre recours à ce dépistage dans notre population avec des troubles psychiques. Ensuite, pour le dépistage des complications des traitements psychotropes, donc basés sur les recommandations de la Fédération française de psychiatrie, vous voyez que seulement un tout petit peu plus de la moitié des patients souffrant de troubles psychiques ont les 3 examens qui sont recommandés. Donc voilà, ça peut être assez alarmant, avec le biais que les suivis qui sont faits au cours d'une hospitalisation ne sont pas répertoriés dans le SNDS. Donc ce pourcentage est probablement un petit peu plus élevé. Donc vous voyez que malgré tout, ce pourcentage reste plus élevé qu'en population générale, mais cet indicateur ne s'interprète pas comme celui du dessus, parce qu'en population générale, quand on est sur une population saine, même si c'est bien de faire un bilan sanguin tous les 2 ans, on sait qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de problème de santé, qui ne vont pas faire ce bilan. Donc ce ratio positif ne doit pas être interprété comme un signe, comme un signe nécessairement positif. Pour ce qui est des examens complémentaires pour le dépistage des complications des traitements psychotropes, donc il y a seulement presque 14% de la population avec des troubles psychiques qui a au moins 3 examens complémentaires, donc par exemple bilan hépatique, ionogramme, test de la protéine C réactive. Donc là encore, c'est un peu plus élevé qu'en population générale, mais a priori, il n'y a pas de raison spécifique pour que la population générale ait ces examens, alors que dans notre population avec des troubles psychiques, ce sont des examens recommandés. Donc ensuite, on s'est intéressé au recours aux soins somatiques courants. Donc par soins somatiques courants, on entend les soins somatiques qu'on est censé faire en routine, surtout sur une période de 2 ans, même sans pathologie sous-jacente. Donc les soins dentaires, les soins gynécologiques chez les femmes et les soins ophtalmologiques. Et vous voyez que dans les 3 cas, on a un recours qui est moindre dans notre population avec des troubles psychiques en comparaison avec la population générale. Ensuite, on a regardé le recours à l'urgence et aux hospitalisations évitables, donc qui a priori traduisent potentiellement une mauvaise prise en charge en soins primaires. Donc vous voyez que la part des patients avec au moins un passage aux urgences est près de 1,5 fois plus élevée dans notre population avec des troubles psychiques comparativement à la population générale. Et c'est particulièrement marqué quand on regarde le nombre moyen de passages aux urgences. Donc non seulement nos individus avec des troubles psychiques y recourent plus aux urgences, mais en plus quand ils y recourent plus fréquemment. On voit en effet qu'on a un nombre moyen de passages aux urgences qui est plus de 2 fois supérieur dans notre population avec des troubles psychiques. Ensuite, en ce qui concerne les hospitalisations évitables, c'est là qu'on a le chiffre le plus frappant, hein, 3,42 pour le ratio entre les personnes avec des troubles psychiques et la population générale, sachant que les hospitalisations évitables sont définies comme toutes les hospitalisations pour des causes qui ne devraient pas mener à des hospitalisations si elles étaient bien suivies en soins primaires. Donc c'est par exemple l'asthme, problèmes dentaires, grippe, insuffisance cardiaque, complications du diabète, etc. Donc on voit que nos patients avec des troubles psychiques ont beaucoup plus d'hospitalisation évitable, ce qui suggère déjà peut-être un problème de suivi en soins primaires qu'on va essayer d'investiguer un peu plus en regardant notamment le recours aux médecins traitants en ville. Donc ça, ce sont les premières données donc, pour le projet Canopé hein, qui reste très qui reste très préliminaire. La deuxième étape maintenant va essayer d'essayer de voir si les disparités observées elles persistent après ajustement. Donc on va faire un appariement direct entre notre population avec des troubles psychiques et 3 ou 4 témoins en population générale. Et donc ces témoins auront les mêmes caractéristiques démographiques en termes d'âge et sexe, les mêmes caractéristiques socio-économiques, donc est-ce qu'elles sont incluses dans la CMUC, en termes d'indice de défavorisation sociale, d'indice de fragmentation sociale. Donc ça, c'est 2 indicateurs qui sont mesurés au niveau du code commune. Également en termes de caractéristiques cliniques. Donc pour le recours aux soins courants, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des pathologies somatiques sous-jacentes, mais on peut se dire que ça va avoir un rôle, donc on inclura un indice agrégé de comorbidité somatique, un peu comme l'indice d'Elix-Hauser ou de Charlson. Et puis également des caractéristiques géographiques, notamment le département de résidence, et si ce département est situé ou non en Outre-mer, parce qu'il y a des études qui ont été réalisées sur des populations handicapées, alors plutôt handicapées physiques, mais qui ont montré que quand c'était en Outre-mer, les disparités étaient encore plus marquées, donc c'est quelque chose qu'on a envie d'observer aussi. Et puis enfin, la dernière étape, ça va être de comparer la qualité des parcours de soins pour diabète, sachant que le diabète est une comorbidité particulièrement prévalente dans notre population d'intérêt. Donc voilà, ça c'était pour le projet
Colchic, et je vais vous dire 2 mots sur le dernier projet, donc qui vient tout juste de débuter. Donc là, je n'aurai pas de données pour l'instant, même préliminaires, mais c'est pour information. Donc ce projet qui est financé par l'Institut national du cancer, il a pour objectif pivot de mieux caractériser les défauts de parcours de soins pour cancer des patients avec des troubles psychiques afin d'identifier des leviers liés au système de santé pour réduire leur occurrence. Et donc cet objectif pivot, il est décliné en tout un tas d'objectifs intermédiaires. Le premier, c'est de décrire et de comparer l'incidence et la mortalité par cancer entre nos individus avec des troubles psychiques et la population générale. Donc de reprendre notre étude sur la mortalité, mais spécifiquement pour les cancers. De décrire et comparer les actions de prévention et dépistage spécifiques. Donc c'est un peu ce qu'on a commencé à faire dans le projet Colchic, mais là on va l'étendre à des actions de dépistage qui sont liées après le dépistage primaire. Donc par exemple pour le cancer du côlon, également étendre ça à la coloscopie par exemple. Décrire ensuite et comparer les parcours de soins pour cancer, donc sur toutes les étapes des parcours de soins, que ce soit le dépistage, le diagnostic, le traitement, le suivi, le pronostic et la fin de vie également. Et puis enfin, d'identifier les barrières et les leviers à une prise en charge optimale, en s'intéressant plus particulièrement aux facteurs liés aux professionnels et au système de santé, qui sont ceux qui nous intéressent le plus particulièrement. Donc là, on va se baser sur une méthode un peu plus ambitieuse parce que nos projets précédents nous ont montré tous les apports des données du SNDS, mais également leurs limites. Il y a tout un tas de variables qu'on aimerait pouvoir observer et qu'on ne peut pas observer. Donc l'idée, c'est de compléter l'approche quantitative avec également une approche qualitative. On s'est associé à une équipe de sociologues et d'anthropologues qui vont réaliser des entretiens semi-dirigés avec des professionnels de santé, des usagers et leurs proches. Et on a également à cœur de développer une approche participative. Donc on va réaliser des focus group avec les usagers qui vont nous aider à faire les guides d'entretien, qui vont nous aider à recruter les usagers, qui seront interviewés lors des entretiens. Et l'idée aussi, c'est de les associer au comité scientifique externe de suivi du projet pour qu'ils nous aident aussi lors des étapes quantitatives. Donc voilà, c'est un projet de 3 ans qui a débuté en novembre 2019. Et juste pour finir, donc l'exploitation attendue de ce programme de recherche qui se décline en plusieurs projets, si effectivement, toute chose égale par ailleurs, on arrive à objectiver des inégalités de santé pour les individus avec des troubles psychiques, ça apportera des éléments probants pour sensibiliser les parties prenantes et potentiellement des éléments d'aide à la décision pour améliorer les réponses du système de santé. Et la deuxième étape, ce sera la conception d'interventions pour réduire ces inégalités, ce qu'on peut envisager de faire en collaboration avec des professionnels de santé. Et puis moi, je pense que c'est aussi des résultats qui pourront potentiellement être étendus, extrapolés et étudiés sur d'autres populations vulnérables. Donc je pense notamment à toutes les personnes en grande précarité économique ou avec une faible littératie en santé. Et donc à terme, potentiellement une amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie des individus concernés. En tout cas, on l'espère. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci.